Et vous savez que le métier de caviste, ça fait recette, hein. Salut Eric, ça Eh va? oui, bonjour Eric. On a 325 personnes inscrites. Magnifique. Ouais, ouais. Et donc, en général, ouais, on a à peu près une centaine de personnes. Après, il y a beaucoup de personnes qui regardent en replay. En replay. Donc, il nous manque Marina, que j'ai pas encore vu passer. Et Olivier Labarde ne sera pas avec nous. Donc, on a un autre ami caviste à Paris qui s'appelle Arthur Pétillot. Vous connaissez peut-être les vins vivants. Ok, ouais. Très bien. Pardon? Très bien, c'est parfait. Ouais, alors attends, je vais essayer de vous basculer en. Hop, non. Ah, Voilà. bonjour Julia. T'as des futurs recrues là en plus qui vont voir le. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors, Bonjour. j'essaie de faire passer. Voilà. Eric, hop. Il nous manque Marina. Bon, on est un peu en avance aussi, hein. Vous avez prévu un quoi? Est-ce que vous avez prévu un coup à boire, les gars? Ouais, je l'ai pas encore ouvert en plus. Bon. Je vais prendre mon verre parce que c'est vrai que j'ai soif, hein. Bon. Moi, je fais honneur à la Provence, hein, le plus grand vignoble du monde. Qu'est-ce que vous avez prévu de boire, les gars? Moi, c'est un grenache de la zone de Bouillas, dans la province de Murcia. Voilà, une jeune dame qui fait ça. C'est en Suède, ça, c'est ça, ouais. C'est ça, oui. Et toi, Mathieu? Ah, pour ma part, c'est un petit peu plus local. C'est Ouais. français, ce sera un Ah oui, trousseau oui. de Stéphane Tissot Le sur, Jura. 2015. Bon, le Jura a le vent en poupe en ce moment, hein. Oui. Ah, attends, il nous manque. Je sais toujours pas. Il y a du monde, on est déjà 60, hein. C'est l'heure de pointe, là. Il nous manque Marina. Je l'ai toujours pas vu. Bon, Cyril, il s'est perdu dans la cave, hein. Il y a trop de bouteilles. C'est quel millésime ton Murcia, Eric? C'est très récent, c'est 2020, Oui, rien. mais c'est intéressant. C'est un secteur en altitude à l'ouest de Murcia. Et ça fait des grenaches vraiment très toniques. On paraîtrait, tu vois, un peu dans des équilibres de Ventoux, un petit peu, tu vois, des vallées encaissées, sous-exposées. C'est très intéressant. Bon. On se voit lundi, Eric. Oui, oui, oui. Oui, Eric, il prépare le Mérouvier de France. Voilà. Bon, on n'a toujours pas Marina, mais c'est pas grave. On va voir qu'il n'est que 17h59. Donc. Il y en a un, qu'est-ce qu'il dit? Alexiane a dit: je bois les 100 visages de Mériot, 100% co. C'est pas mal, ça aussi, ouais. Vallée du Cher, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. C'est pas très loin de Touraine-Wally. Mais très loin, c'est pas mal ce qu'il fait, ouais. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ah, salut Arthur. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ouais, impec. Toi, t'es Ouais. pas à la cave, hein? Tu fais de la maison? Ouais, je suis pas souvent à la cave, tu sais, hein, je suis pas souvent à la maison non plus, mais encore moins à la cave. Attends, c'est la première fois que j'utilise ça, moi. Je suis pas encore bien calé. Oula. Attends, Tu coupes, t'as un retour d'écho, ouais. ouais, j'ai un retour d'écho, je sais pas pourquoi. Bon, écoutez, je vous propose, on va attendre Marina qui va arriver.
Je vous propose qu'on commence. Peut-être du coup que vous puissiez vous présenter chacun à votre tour, voilà, votre parcours, l'établissement dans lequel vous travaillez. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. C'est quoi être caviste en 2022 hein, parce que je pense que le Covid est passé par là avec plein de choses qui ont changé. En tout cas, moi, je dirais un mot au niveau de l'école parce que chez nous, au niveau de l'école, avant les cavistes, ça représentait les 25% de nos apprenants. Aujourd'hui, on est à plus de 80. Hein. Il y a une fuite en avant des métiers de la restauration. On parlera après tout à l'heure, mais voilà. Donc, ce serait intéressant d'avoir votre avis. Et puis voilà. Donc, je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer à se présenter. Dire honneur aux dames, mais elle n'est pas arrivée encore. Bah écoute, on va dire. Honneur aux plus jeunes alors. Mathieu. Vas-y, Mathieu. Bon, donc bonjour à tous. Je suis Mathieu Potin, donc caviste depuis quelques années maintenant, depuis 2008. Meilleur caviste de France 2020. Aujourd'hui, je travaille sous la bannière de la chaîne La Vignerie sur un magasin qui est installé à Saint-Germain-en-Laye, que j'ai ouvert depuis fin 2014. Je suis issu des métiers de la restauration, puisqu'avant de franchir le pas de la cave, donc c'était l'école hôtelière dans ma région natale qui est la Normandie, où j'étais destiné à des... Voilà, j'envisageais d'être maître d'hôtel. Et puis, j'ai bifurqué vers la sommellerie parce que ça m'a tout de suite attiré, bien sûr, de découvrir ce vaste monde. Donc, voilà, je suis aujourd'hui donc, à Saint-Germain-en-Laye pour la partie travail. Et puis, je vis en Normandie. Je suis rentré il y a peu de temps pour créer une autre activité qui est l'accueil de touristes. J'ai des chambres d'hôtes. Voilà. D'accord, donc tu es sur les deux activités. Voilà, sur les deux activités. Et puis, j'essaye aussi de créer l'avenir. J'ai quelques hectares et quelques pommiers ici qui produisent quelques pommes. Donc, j'ai fait pour la première fois quelques bouteilles de cidre en fin d'année. D'accord. Et puis, voilà, ça me permet de réfléchir à la suite des choses. D'accord. Et vous nous direz peut-être un mot, Cyril et Mathieu, sur le concours des cavistes. Moi, je connais bien les concours de sommelier, un peu pour moi, le concours de caviste, ça serait intéressant d'avoir un petit mot là-dessus. Donc, des beaux projets, Mathieu. Alors, pour ça, tu as quel âge? J'ai 34 ans. 34, ok. Après, on va faire par ordre de vieillesse. C'est qui après? Ouais, moi, j'ai 45. Eric, t'es Moi, je dois être le doyen, j'ai 50 ans. Oui. Il est pas loin. Arthur, tu veux y aller? 40. Ouais, on y va. Donc Arthur, au vin vivant à Paris, 5 adresses, plus les ateliers du vin qui fait une 6e adresse en partenariat avec Franck, qui est là aussi. Moi, je suis venu de la communication à la restauration et de fait, le vin m'a un peu sauté dessus dans la restauration. Et j'étais en restaurant jusqu'à il y a 5 ans où je me suis lancé dans cette aventure de créer un petit réseau de caves spécialisées plutôt sur les vins bio, biodynamiques et nature. Et voilà, on a ouvert en gros une adresse par an, quoi, en moyenne à peu près, sur Paris et un bar à vin l'année dernière. Tu peux citer peut-être les arrondissements? Ouais, alors donc on est avec Franck dans le 3e, donc les ateliers du vin dans le 3e. Pour les vins vivants, on est dans le 9, 15, 17, 18 et à Pantin. Et le bar à vin, c'est dans le 18 également. Le bar à vin s'appelle? C'est au vin vivant aussi, en fait. C'est la cave du 18, c'est une partie cave et une partie bar à vin. Et donc, tu peux boire l'intégralité de la gamme sur table. Voilà. Okay, super. Après, je ne sais pas, Cyril, hein, vas-y. Oui, du coup, ouais. Donc, je m'appelle Cyril, j'ai 45 ans. J'ai arrêté l'alcool depuis 30 secondes. Et je vais... non, mais je me suis trompé de visio. Voilà, non, et c'est pas l'alcool que je bois, c'est du vin, déjà.
Marina qui est arrivée, super génial. Donc, Cyril Coniglio, caviste à Pont-de-l'Isère, dans la Drôme. Aujourd'hui, propriétaire d'une cave qui s'appelle Rhône Magnum, sur la route nationale 7. Bientôt une deuxième cave là, pour fin mai, début juin, à Bourg-les-Valences. On se rapproche de la grande ville. Meilleur caviste de France 2018. Et puis, issu également de la restauration, la sommellerie, école hôtelière d'Avignon, voilà, quelques restaurants gastronomiques par la suite, dont Paul Bocuse, qu'on peut citer parce que c'était le plus grand où j'ai pu bosser. Et puis voilà, un peu après sur la route comme commercial en vin et spiritueux. Et puis caviste, donc 2013 exactement, mon installation. Voilà. Good. Marina? Attends, je sais pas si tu as mis, tu peux ouvrir ton. Il faut que tu ouvres ton micro. Bonsoir tout le monde. Coucou Marina, Donc, ça va? hello. Donc, Marina Gilberti, donc je suis caviste aujourd'hui à Paris. Donc, depuis 2013, comme propriétaire. D'abord Divino Charonne et ensuite Divino Marais dans les troisièmes. Et issu d'une formation, issu de la restauration aussi, mais avec un parcours atypique. Mon premier métier, c'est nutritionniste clinique. J'ai une famille de médecins, dont mes parents et mes grands-parents j'ai eu la chance qu'ils étaient des grands passionnés consommateurs de vin. Donc, depuis l'âge de 3 ans, je me rappelle des souvenirs des belles tables de dimanche avec des châteauneuf de pape, de champagne et des superbes appels. Maintenant, tu as ouvert des pharmacies viticoles. Exactement. C'est beaucoup plus sympa de soigner les gens avec des beaux souvenirs et des beaux moments. Et aujourd'hui, on a des caves qui sont très dynamiques, cours des vents, plus de 1000 références et maître caviste aussi en 2021. Et quoi d'autre? Et on va encore bouger les métiers et faire que tout le monde... Mon défi, c'est que tous les Français puissent avoir son caviste et ses cavistes d'ailleurs, parce qu'en voyageant, on peut avoir des cavistes pendant les moments de voyage. Et j'ai fait une vingtaine d'années en sommellerie. J'étais pas beaucoup de temps nutritionniste. La nutrition m'aide dans mes formats de pensée par rapport au vin, au choix et au partage. Mais j'ai passé par des bistrots 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile et gastronomique. Voilà. Magnifique. Bon, mais il ne reste plus que toi, Eric. Oui, donc moi je suis Eric Westas, donc j'ai ouvert mon établissement en 2002 à Toulouse, le temps des vendanges. Donc c'est une cave à vin principalement, et adossé à cette cave à vin, on fait aussi de la restauration en proposant une cuisine de bistrot. Et donc les gens peuvent profiter de toute la sélection de la cave avec un supplément d'un droit de bouchon. Ils peuvent consommer tous les vins qui sont proposés, en tout cas à la vente dans l'établissement. Au préalable, j'étais sommelier de restaurants gastronomiques. Voilà, j'ai fait une dizaine d'années dans des maisons étoilées, un peu partout dans le sud de la France, on va dire. Voilà. Donc, une sélection qui est exclusive, quasi exclusive de propriétaires. Et en Champagne aussi. Ensuite, on a le prérequis, c'est une agriculture biologique avec des vins d'agriculture biologique, biodynamique et des vins aussi nature. Voilà, avec des vins nature les plus droits possibles et avec beaucoup de rigueur dans la recherche à ce niveau-là. Il y a une petite remarque de Patrick Jourdain, qui est un caviste ô combien célèbre, que certains connaissent, donc à Moulins, enfin voilà, dans l'Allier, ancien président de la fédération, si je me trompe. Oui, président du syndicat des cavistes professionnels. Voilà, c'est ça. Donc Patrick qui nous dit, il y a des cavistes qui ne sont pas issus de la restauration et qui sont tombés dedans comme Obélix, sont tombés dedans quand ils étaient petits. C'est vrai quoi, que le seul parcours, c'est pas que la restauration. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont de la restauration qui vont vers le métier de caviste parce que ça, on en parlera aussi. Ce serait intéressant de voir un peu votre avis là-dessus parce que je sais pas, j'ai jamais été caviste, donc je ne pourrais pas en parler. Mais c'est intéressant de voir la différence entre les deux métiers, les fausses croyances aussi,
il y a des similitudes, mais ce sont aussi deux métiers différents. Voilà. Donc, écoutez, merci déjà à vous toutes et à vous tous d'être là. Et donc, je vais poser la première question. Hein. Sachant, c'est quoi être caviste en 2022? Voilà, donc, c'est quoi? C'est quoi être caviste? C'est quoi qui vous fait vibrer quand vous vous levez le matin? C'est quoi qui donne un sens à votre métier? Qu'est-ce que vous avez envie, comment vous avez envie que ce métier évolue? Donc, libre parole. C'est le principe du talk show. Donc, allons-y. Hein. Qui veut prendre la parole? Allez-y. Je pense Honneur, Mathieu. Alors, déjà, je suis tout à fait d'accord avec notre président, Patrick Jourdan. Il n'y a pas d'obligation ni des particularités pour devenir caviste. Ça arrive que certains sommeliers deviennent cavistes, que c'était le cas de quelques-uns. Mon ancien patron, par exemple, je travaillais pour une cave à Paris, il venait des voyages, il venait d'un métier à Mex Voyage et il est devenu un très bon caviste aussi. Donc ça, il n'y a pas d'obligation. Il y a beaucoup, on a des obligations par contre d'aller chercher les meilleurs vignerons. Être un bon caviste en 2022, c'est aller à la recherche des meilleurs vignerons, des producteurs, d'écouter ses clients, de les faire évoluer aussi. Parce qu'il y a des clients qui disent je bois qu'un seul champagne depuis 30 ans. Pour moi, c'est inacceptable. C'est mon devoir de partager des nouvelles régions avec eux et s'adapter à toutes les situations, s'adapter aux gilets jaunes, s'adapter au Covid, s'adapter à chaque région qui arrive pour pouvoir avancer et continuer de travailler et arriver à faire comprendre à notre clientèle qu'il y a beaucoup d'histoires dans les régions, dans les vents, s'adapter s'il faut faire des soirées énologiques et si les clients demandent. Et donc, c'est un métier passionnant qui demande beaucoup d'énergie et une partie physique, à part la partie psychologique et mentale, une partie physique. Et je pense que c'est important qu'on parle. C'est un métier qui demande beaucoup d'énergie physique, porter des cartons, en ranger. Et je pense qu'être caviste en 2022, ça va aussi former des jeunes et former ces jeunes passe par les faire comprendre qu'avant de boire un grand coup en Bourgogne, il y a beaucoup de chemins à faire. On a les étagères à faire, la réception de la marchandise, des logiciels à remplir. Donc ça, c'est une partie déjà. Mm-hmm. Mathieu, tu voulais dire quelque chose là? C'est pas moi qui avait parlé au départ, mais être caviste en 2022, c'est aussi participer à des visios Zoom sur Internet avec 145 participants. Yes. Alors, ouais, je pense que ça a changé déjà une partie. Je pense que le Covid a changé une facette de notre métier. C'est cette vision, cette mise en avant de notre travail. Je pense qu'avant tout, un caviste en 2022 et un bon caviste, c'est un bon épicier. C'est quelqu'un qui ouvre son magasin et qui reconnaît ses clients, qui les chouchoute et qui leur trouve effectivement les bons produits. Mais c'est surtout quelqu'un qui est à l'écoute de ses clients et qui joue un rôle de lien social. Voilà. Moi, je veux bien rebondir sur ce que dit Mathieu parce que je pense que partout, particulièrement aujourd'hui, on est vraiment sur un métier de proximité. Comme va l'être le boulanger, comme va l'être le boucher. Il y a peut-être une envie des gens de revenir vers des gens qui, justement, savent un peu plus ce qu'ils vendent que les grandes surfaces. Et donc là, je rebondis aussi sur ce que dit Marina, c'est de savoir connaître les producteurs qu'on référence, de savoir ce qu'il y a dans les bouteilles, d'avoir une histoire qui ne se résume pas à savoir si ça a un goût de framboise ou de myrtille, mais quelle est l'histoire d'un vin, quelle est l'histoire de la personne qui l'a élevé, qui l'a fait pousser. Et donc, vraiment revenir sur un côté proximité, c'est-à-dire connaître à la fois ses clients et également ce qu'on leur vend. C'est là que ça devient intéressant, c'est de faire finalement, nous, on est là pour faire le lien entre le producteur qui va mettre en avant un terroir, un cépage, et l'envie derrière de la personne qui vient pour se faire conseiller. Tout à fait. Pardon, qu'est-ce qui veut réagir? Ouais, je peux suivre. Vas-y, je t'en prie. Du coup, donc rebondir là-dessus, c'est vrai qu'on a un gros travail, on a fait un gros travail de proximité. Effectivement, des événements
comme le confinement a aidé à ce que les cavistes soient mis un peu plus en avant, parce que les gens se sont rendus compte qu'on était vraiment un commerce proche des gens. C'était vraiment pour eux leur échappatoire, voilà, c'était la soupape pour pouvoir sortir de chez eux et puis ramener un bon canon à la maison. Surtout pour ceux qui avaient des enfants où il fallait faire les devoirs et autres. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que je pense qu'il faisait boire les enfants. Donc... non, c'était... Oh, quoique. Non, c'était vraiment parce que les clients nous le disaient, hein, ils avaient vraiment besoin de retrouver un peu d'humain dans cette période-là et on en faisait partie. Donc voilà, Cavis en 2022, c'est ça, c'est être vraiment proche de ses clients. Et Cavis en 2022, c'est également être bon pédagogue, être formateur, parce que bien sûr, on peut former ses équipes, on peut former d'autres professionnels, mais on forme aussi nos clients. Et ils viennent aussi chez les cavistes pour ça, pour apprendre quelque chose. Bien sûr, le but, c'est pas de leur apprendre la vinification, les arômes des cépages et autres. Eux, ce qu'ils veulent, c'est comprendre. En gros, c'est ça, je les ai souvent dit, on est des alambics, les cavistes. Les sommeliers aussi, mais on nous remplit de plein de choses, de plein d'informations, et on distille ensuite pour en ressortir que l'essentiel, que le client surtout va comprendre. Donc voilà, vraiment notre travail, c'est d'être toujours informé à la pointe de l'actualité et derrière pour ressortir toutes ces informations à nos clients, mais de la façon la plus simple possible. Voilà pour moi le métier quotidien en 2022, ça s'est accentué. Eric? Oui, tout le monde a assez bien résumé la situation. Ce qu'on peut rajouter peut-être, c'est que c'est vraiment la notion de partage et vraiment de mettre les clients en situation, de la situation qu'ils vont, les projeter dans le moment qu'ils vont passer. Ça c'est fondamental, je pense, de les projeter, de leur demander comment le vin va être consommé, avec quoi, dans quelle situation, si c'est une soirée à deux ou une soirée conviviale à plusieurs. Voilà, c'est tout ça, c'est vraiment collé à la situation de vente et aussi essayer aussi de comprendre la situation de vente. Donc, ça passe aussi par le budget de tout un chacun, de tous les clients. C'est important. Essayer de le sentir et de rapidement comprendre la situation en termes des goûts des clients aussi, de se souvenir des goûts des clients, de ce qu'ils ont pris les fois précédentes. Et tout ça, ça fait le lien social, comme l'expliquait Mathieu. Et il y a Jean-David qui nous dit, voilà, tout ça, c'est très important finalement. On a dit de caler, c'est le storytelling, quoi. C'est cette capacité que vous allez avoir à porter le message finalement. Oui, c'est ça, ouais, d'essayer de relater le plus précisément et en même temps, comme dit Cyril, de le banaliser assez facile, de le distiller, de le banaliser pour être le plus concis et le plus clair possible pour les gens qui vont découvrir les produits. Il y a Clément qui fait un appel pour une alternance. Bien joué Clément, c'est bien vu. Voilà. Donc Mathieu, Arthur et Marina, bah, écoute, Paris plutôt. Ouais, pour Paris, voilà. Ouais. Moi, j'ai une voiture à vendre, je peux le mettre dessus? Non. Non, c'est bien joué, Clément. Ouais. Ouais, bien joué, Clément. On fera. C'est très bien joué, Clément. Alors, je ne sais pas si Paris, Saint-Germain-en-Laye, c'est suffisant, mais j'ai pris en photo le mail, donc bravo, Clément. On est en recrutement, donc n'hésitez pas, on a 2 postes en ce moment, caviste et assistant caviste. Et je pense que ces mots-là étaient très bien, on est en lien social parce que déjà, c'est un boisson magique entre la terre et l'homme et chaque région viticole a une influence et il faut écouter beaucoup ses clients, comment respecter son budget, mais je pense qu'il faut savoir aussi pousser ses clients. Comme je suis à Paris, et ça fait 15 ans que je suis à Paris, donc c'est un peu particulier, la capitale. J'ai déjà eu des échanges avec l'AFF et des amis qui ont écrit des bouquins.
que les vins étaient éphémères. Je ne suis pas d'accord, les vins n'est pas éphémère. On est un lien social qui va marquer des mariages, des anniversaires, des dimanches en famille, des moments uniques. Et si on vit en France, on a cette chance et je pense qu'on doit se permettre de goûter les plus belles appellations que l'Hexagone peut offrir. Un Hermitage, un Condrieu, un Chassagne-Montrachet, pourquoi pas un Montrachet. Et c'est à nous aussi de savoir faire les storytelling pour que les clients puissent pousser. Donc, à Paris, on voit toutes les dames avec des sacs magnifiques pour se montrer. Et moi, pourquoi pas avoir un beau sac, des bijoux. Mais si on ne peut pas avoir des émotions avec une bouteille de vin, je ne vois pas beaucoup l'essence. Et c'est donc à nous de pousser cette porte et dire une très belle bouteille de vin fait partie de ces pays. Osez, et vous devez connaître. Donc, c'est pour ça qu'on insiste un peu avec les vignerons et on ouvre des bouteilles pour que les clients puissent se permettre à goûter ces choses que nous, les cavistes et les stagiaires et les élèves ont la chance d'avoir tout le temps dans notre métier. Il y a une... Effectivement, c'est ça. Je voulais rebondir là-dessus. C'est cette phrase qui est bien, c'est qu'on ne boit pas pour oublier, on déguste pour se souvenir. En fin de compte, c'est ça ce qu'on a besoin. Les clients ont besoin de ça aussi. Il faut leur faire comprendre que la dégustation, ces grands moments où on partage des grandes bouteilles, eh bien, ça reste, même si le produit est éphémère, le lendemain on va le pisser, hein, comme on dit, dans la tête, il reste toujours ces émotions, ces souvenirs. Donc voilà. Dans le sang, il reste les gammagiques des fois. Aussi. Il y avait une petite question de Jean-David qui disait, et la vente par Internet dans vos établissements, est-ce que ça représente quelque chose par rapport à vos ventes, enfin au total de vos ventes, et comment les réseaux sociaux aujourd'hui impactent votre activité on va dire, de commerçant de proximité? Alors pour moi, on reprend la parole. J'ai créé le site Internet de vente en ligne pendant le confinement, grâce à mon logiciel de caisse qui a pu créer ça très vite en version click and collect et autres. Donc, un gros travail pendant ces semaines presque inoccupées donc de photos, de libellés de toutes les bouteilles. Et on s'est rendu compte que la vente, elle passe quand même par le magasin. Il n'empêche que pour nous, ça a été une vitrine. C'est-à-dire les gens regardaient par cette vitrine-là, ce site Internet, nos références et se sont rendus compte qu'on n'était pas si cher que ça. Même chez un meilleur caviste de France, il y a des bouteilles à moins de 5 € sélectionnées. Et ils ont poussé la porte après de notre cave. Voilà, ils ont pris le temps d'aller voir le site Internet, puisque ils étaient en télétravail ou autre, ils avaient un peu plus le temps. Et comme ils avaient un peu plus le temps, après, ils se sont dit, tiens, je vais y passer, je vais pousser la porte, et ils sont venus nous rencontrer. Après, ça représente 1% à peine, hein, les ventes en ligne pour notre cave. Après, on n'est pas des pros d'Internet, du référencement et autres, mais voilà, c'est pas énorme. Et pour les autres, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commenter peut-être sur les réseaux sociaux ou sur... Nous, on fait de l'informatif sur les réseaux sociaux quand on reçoit des références, quand on a un coup de cœur, un petit commentaire concis et précis. Donc ça c'est vrai que ça dynamise la demande locale, la demande toulousaine. Et on a aussi créé un site Internet un petit peu avant le premier confinement, qui correspond environ à une dizaine de pourcents du chiffre d'affaires, mais c'est souvent sur des bouteilles prisées, on va dire. Des bouteilles qui sont prisées, qui ont des domaines très réputés. Et donc, il faut être... Qui est-ce qui veut dire? Vas-y, je t'en prie. Donc, oui, sur des domaines et des bouteilles qui sont assez prisées, et donc on est très rigoureux pour la distribution, très attentif sur les demandes. Peut-être Marina, tu veux dire peut-être quelque chose sur les réseaux sociaux? Oui, effectivement, j'invite juste quelqu'un qui doit couper ses microphones pour que les gens puissent entendre. Ouais. Et pour moi, c'est une partie très importante et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Peut-être que je passe 4 heures par jour depuis au moins 7 ans.
Donc, c'est un travail qui demande beaucoup de temps. Il ne va pas arriver, la clientèle n'arrivera pas tout de suite. Il faut faire des cours, des photos, des mises en page. Il y a même des couleurs qui vont fonctionner plus sous un smartphone, en vidéo. Et chez nous, c'est un pourcentage important. Quand un client arrive chez nous, on va demander, si on ne voit pas la physionomie du client, on demande comment vous êtes arrivé. Donc, et on écoute beaucoup Instagram, on vous suit, etc. Et des fois aussi, on met des vents en photo. Je me rappelle un champagne, une petite production, un champagne d'un niveau tarifaire très prestigieux. J'ai mis la photo, les clients arrivent, je prends 2 bouteilles, je dis, mais vous connaissez ça? Il me dit, j'ai vu la photo la semaine dernière. Et donc, chez nous, ça fonctionne. Récemment aussi, un client qui a demandé une bouteille de bonne marque, un client qui n'était pas à Paris, mais qui a voyagé, il avait pris des vins. Et j'ai dit, mais vous m'avez dit à Noël que ces vins-là, vous n'étiez pas prêts, vous êtes sûr? Et il me dit, maintenant, je vous suis et je vous vos grands crus en Bourgogne. Et là, ça m'a donné trop envie, je suis prêt. Parce qu'au niveau tarifaire, il me dit, mon palais, il n'est pas encore là, on va y arriver. Et en regardant sur les réseaux le travail, en dégustant, quand je déguste chez les vignerons, il m'a répondu, c'est un avocat, il me dit, je vous suis. Et maintenant, je me sens prêt. Ça m'a donné trop envie de boire en bonne marque. C'est un grand coup, voilà. Et donc, moi, je peux vous dire que ça fonctionne, mais il faut être très motivé pour poster tous les jours, storytelling, être proche de ses clients, les demander qu'est-ce que vous voulez que je parle. Et former ses équipes. Aujourd'hui, mes équipes, c'est dans les cahiers de charge du travail. Ils doivent prendre des photos, ils doivent parler chez les réseaux, etc. Mais ça fonctionne. C'est un atout additionnel, c'est une vente additionnelle et ça me permet d'être tout le temps en contact avec les clients et partager notre métier, donc les coulisses du métier, mais également ces histoires de vignerons. La semaine dernière, j'ai eu une grande émotion chez Benjamin Dagneau, parce que je peux comprendre toutes les douleurs du décès de son père, Didier, dans ses bouteilles et des choses fantastiques qu'il fait. Et j'ai beaucoup de matériel à partager depuis avec les clients. Il y avait une question de Patrick qui disait c'est quoi la journée classique d'un caviste? C'est Hubert, pardon, Hubert qui me demandait ça. Peut-être, je sais pas, tu veux peut-être répondre, Mathieu ou Arthur, peut-être? Tu as ton micro de coupé, Arthur. Ouais. Oui, la journée, c'est un petit peu décomposée en 2, voire 3 parties. Il y a une partie quand même qui est de tenir sa boutique, de rayonner du vin. Enfin, c'est vrai que chez nous, on fait extrêmement attention à avoir des rayons toujours pleins, des prix toujours mis, déjà pour un souci de lisibilité pour le consommateur. Il y a une partie, effectivement, aujourd'hui, comme disait Marina, qui est quand même assez importante, qui est consacrée aux réseaux sociaux. Alors, même si la vente en ligne, c'est autre chose, et nous, on le fait pas, parce que voilà, il y a un différentiel, juste pour terminer sur le sujet d'avant, entre l'investissement, soit on le fait plein temps, mais le faire à moitié, c'est assez compliqué. Et ça représente beaucoup de temps passé, beaucoup de logistique pour un pourcentage du chiffre d'affaires qui est assez faible. Mais cette partie réseaux sociaux, effectivement, aujourd'hui, elle est quand même assez dure à contourner. C'est vraiment un vecteur qui fait venir des gens de communiquer sur les vins, sur allocation, les choses comme ça un petit peu rares. Et puis après, c'est essentiellement la vente. C'est vrai que je ne sais pas si c'est pareil chez tout le monde, mais qui est dans la plupart des cas plutôt concentré quand même sur la fin de journée. Donc, c'est vrai qu'on a une journée qui se décompose par une première partie qui est du rayonnage, de la mise en place de la tenue de boutique, et une fin de journée qui est plus consacrée à la vente pour moi. Mathieu, tu veux compléter peut-être ou... Ouais, nous, sur une chaîne avec des magasins de grande taille, avec beaucoup de références, on est sur une journée où on est quand même pas mal sur des métiers de rangement, de facing, de manutention, finalement, de mise en ordre de son magasin, avec un flux client qui, finalement, nous maintient toujours dans ce rôle-là, ce travail, finalement, ce premier aspect du travail. On laisse un petit peu de côté, en fonction des forces et des faiblesses de chacun, mais tout ce qui est réseau, Internet, tout ça, c'est plus difficile et c'est au bon vouloir, finalement,
des forces sont présentes dans l'équipe, mais aujourd'hui, nous, en magasin, on est concentré à 100% sur la vente, la tenue de notre magasin, la propreté, effectivement, le balisage des produits avec les prix, mais c'est essentiellement ça, la journée d'un cabbie, c'est la tenue en ordre et propre de son magasin. Il y avait une question, c'est quoi la différence entre un sommelier et un caviste? Grand débat. On va dire que les sommeliers, d'ailleurs c'est intéressant parce que finalement la frontière elle est un peu... Caviste, c'est un sommelier qui a réussi. Pour moi, le métier de caviste, en termes de vente de vin, est beaucoup plus compliqué que le métier de sommelier. Parce que c'est vrai que quand tu débouches une bouteille sur table, tu fais goûter, tu as une réaction qui est immédiate. Et en caviste, l'aspect, on va dire, psychologie, voire profiling est quand même très déterminant. C'est-à-dire que tu auras beau dire à ton client il faut le carafer, il faut l'ouvrir de vin, il faut le servir à 16 degrés. La plupart des informations ne seront pas mises en pratique. Et tu as quand même quelqu'un qui repart avec une bouteille. Alors nous, on est sur des vins en plus quand même assez vivants, donc qui ne goûtent pas forcément exactement pareil tous les jours, et qui va parfois être un poil gazeux, avoir un poil de réduction, enfin des caractéristiques qui en tout cas pour les non-avertis peuvent être compliquées à l'ouverture. Ça, c'est quelque chose qu'on peut gérer facilement en restaurant, en carafant, en faisant un peu de mise en scène, en expliquant. En cave, c'est vrai que on n'a pas la capacité à interagir sur le service du vin. Donc, il faut vraiment bien identifier son client, là où il en est par rapport au vin, ce qu'il boit d'habitude. Et effectivement, comme on le disait préalablement, aussi le contexte et la bouteille. Il y a des jours qui sont propices à la découverte et on va dire à l'aventure, et d'autres où des solutions un peu plus safe s'appliquent, quoi. Il y avait une question. Je suis d'accord avec toi. Et pour rebondir à ce qu'il a dit, c'est vrai que le métier de caviste, là, ce qui est le plus dur, c'est de faire passer le goût au client sans qu'il ait goûté. C'est-à-dire par nos phrases, par l'échange, l'émotion qu'on peut donner sur notre argumentation commerciale. Et ça, je vais dire merci à Franck Thomas, parce que c'est lui qui m'a appris ça. Donc maintenant, je le retransmets. Moi, je réponds à la question. Il y a une question qui dit comment peut-on se former pour devenir un bon caviste? Et oui, voilà, la base, elle est là. Venez chez Franck. Déjà, faut se former. Déjà, faut se former. Et une fois qu'on a été formé, qu'on a ouvert sa cave, il faut continuer quand même à se former sur des formations courtes parce que l'actualité, elle change tout le temps. Et puis, le vin, faut être à la pointe. Il évolue. Ouais, le vin, c'est un apprentissage. On ne sait jamais tout. Hein, même en fin de carrière, on ne sait jamais tout. Donc, il y avait une question de Benoît qui disait, Benoît qui est un ancien, salut Benoît, qui est un ancien élève de chez nous, lauréat. Il dit quels sont les principaux conseils pour devenir caviste et s'installer à son compte? Il n'y a pas une formule basique, hein. Il faut beaucoup de courage, beaucoup d'envie, ne pas compter ses heures. Donc, parce qu'il y a des moments, nous, je travaille 7 jours sur 7 souvent. Après, j'ai la chance d'aller dans les vignobles. Mais chaque région de la France ou chaque ville ne va pas travailler de la même façon. On doit s'adapter à son village. À Paris même, j'étais dans des quartiers qu'on devait ouvrir très tôt les matins, les dimanches matins, parce qu'il y avait un marché. Donc, les clients venaient avec les marchés. Où je suis aujourd'hui, on n'a pas de marché. Du coup, on peut se permettre d'ouvrir plus tard parce qu'il n'y a pas de clientèle qui se lève très tôt. Et être passionné par des personnes, pour l'histoire des personnes, des clients, et avoir cette envie de transmettre aux clients, mais aussi aux collaborateurs, parce qu'il y a des équipes qui vont passer par chez nous et on doit savoir partager la passion. Il y a un commentaire de Anne sur les formations. Quelles sont les formations courtes auxquelles il faut justement participer? Moi, je dirais envie de vous dire les formations qui vont vous amener des choses sur les techniques de vente et sur peut-être aussi sur la connaissance des vignerons, des dernières tendances. Voilà, c'est le genre de choses. Il y a beaucoup sur une région viticole, des fois, c'est des formations d'un jour ou deux. Si on veut se spécialiser dans le cognac, dans le saké, par exemple, il y a des formations de 3-4 jours diplômantes en plus, donc certifiantes. Il y a beaucoup de questions. C'est génial, hein, ça interagit. Ça interagit beaucoup. Donc, il y a une autre personne qui cherche un stage, Emmanuel Garcia. Donc, prenez les CV, c'est bien, hein, ça bouge. Il y avait une question sur les allocations.
les allocations des vignerons, vous cavistes, ouais, comment vous faites pour aller chercher On les gère, ça. Hein? Comment on les gère, ouais, j'ai vu, il y a marqué aussi. Ouais, comment on gère, ouais. Comment vous allez les chercher, comment vous les gérez au niveau clientèle sur des vignerons? Alors, être caviste en 2022, je vais dire un truc, c'est pas d'avoir que des allocations. Parce que vendre des vins que tout le monde demande par des vignerons, enfin de vignerons qui n'ont pas besoin de nous, en fin de compte, c'est pas ce qui m'excite. Pour moi, voilà, être caviste en 2022, c'est plutôt d'aller chercher peut-être les futurs grands de demain, faire découvrir ceux qui ont besoin d'être découverts, ceux qui ont besoin de nous. Et bien sûr, on est content d'avoir quelques allocations des fois dans des domaines prestigieux. J'en ai. Après, comment on fait? Ben oui, il faut faire des demandes, il faut montrer patte blanche, savoir lui dire comment on va les vendre. Et nous, comment on les vend? C'est une par une à des clients habitués où on est sûr qu'ils vont faire sauter le bouchon pour la boire, quoi. Oui, voilà. Il faut s'asssurer que les bouteilles soient vues par la personne qui les achète et effectivement distribuer au mieux les bouteilles pour que le maximum de clients puissent accéder à des bouteilles qui sont difficiles à trouver. Pour rebondir sur ce que dit Cyril, désormais, on constate ça avec le réchauffement climatique et la réduction des volumes chez les vignerons, même chez des gens qui sont installés depuis 3 ou 5 ans, on est contraint à avoir des attributions très rigoureuses et c'est vrai que ça devient difficile à gérer. Tout ça parce qu'on est très informé désormais, beaucoup plus qu'il y a 15 ou 20 ans, et le succès pour les producteurs arrive très vite, je trouve. Des fois un peu trop vite même. Et c'est vrai que on a été avec Arthur, on a été se balader en Bourgogne il n'y a pas très longtemps de ça. Et voilà, l'idée c'était, on a été pour ces caves et puis moi j'ai été aussi pour l'école pour tenir au courant de dernier millésime. Et voilà, on avait topé, on a essayé de toper en Bourgogne. En Bourgogne, c'est un sujet aussi particulier, des vignerons bons, etc. Voilà, on a été chez Camille Thirier, etc. Deuxième millésime, je crois, il n'y a déjà plus rien. Oui, c'est fonctionné par les importateurs. C'est délirant. Des fois, tu arrives, tu as l'impression que le gars il a presque pas récolté ses raisins, déjà tout est vendu, quoi. Et nous, cavistes, nous qui mettons beaucoup d'énergie à chercher vraiment la nouveauté, le nouveau talent, et des fois, c'est nous qui mettons qui sommes les marchepieds des grands talents, je pense. C'est vrai que c'est un peu difficile des fois de se dire qu'on a fait le boulot pendant 3-4 ans et au bout de 4 ans, on se retrouve avec des restrictions de volume qui sont… Encore quand tu as le vigneron, ce que j'allais te dire, quand le vigneron joue le jeu, oui, continue à te servir de façon correcte avec les prix normaux. Mais des fois, il est pris. Des fois, il est pris par la demande. Mais sauf que nous, pendant ce temps, on a créé la demande et on a créé l'engouement, quoi. Voilà. Il y avait une question sur… il y a une petite remarque de notre ami Patrick qui dit l'ADN du caviste, c'est la convivialité, le lien social humain. La vente en ligne, c'est vrai que c'est beaucoup plus impersonnel. Je suis assez d'accord avec ça. Après, moi, je pense que s'il y a bien une région où, dans les 20 ans à venir, même si c'est une région qu'on a un peu… J'ai vu passer une réflexion là sur Bordeaux. Et si c'est une région qu'on a un peu ignorée, nous, cavistes, parce que la grande distribution nous faisait de l'ombre avec Bordeaux, mais je pense qu'à Bordeaux, il y aura beaucoup de petites propriétés vont émerger ces 10 prochaines années, et c'est un secteur et un creuset de découverte qui sera formidable, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà, parce que c'est des cépages souvent tardifs et avec de la fraîcheur, de l'acidité et un climat qui encaisse bien les sortes climatiques, quoi. Il y a beaucoup de débats autour de la phrase de Cyril, sommelier qui a réussi. Je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est de l'humour, hein. C'est de l'humour. Je peux le dire, je suis sommelier, donc… Tu peux.
Il y avait me permet. il y avait une question d'un ami qui est dans les Côtes d'Armor qui disait j'ai ma clientèle qui est vieillissante. Dimitri nous dit j'ai une clientèle vieillissante. Comment je fais avec les réseaux sociaux? Je n'ai pas quelqu'un à la réponse. Ah oui. Il faut demander au vigneron de Tavel. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai que ça, c'est oui. Pas simple. Là, non, c'est pas simple parce que oui, même si on a des clients connectés, même sur des âges avancés, c'est vrai que là, il y a des tranches d'âge par réseau. Hein. Instagram, on sait que c'est un peu plus jeune que moi, par exemple. Ma clientèle, qui est à peu près mon âge, est plus sur Facebook. Voilà, après, il faudrait à l'ancienne, hein, le mailing, hein, ça marche toujours bien. Et je vais vous dire, même le mailing à l'ancienne, c'est-à-dire que depuis que j'ai posé une feuille sur le comptoir où les gens peuvent mettre leurs coordonnées pour recevoir notre newsletter, eh bien, on remplit une feuille tous les mois à peu près. Donc, du coup, on a plus de 950 adresses maintenant qui reçoivent notre mailing, qui sont passées à la cave. Donc, voilà, à l'ancienne. Il y avait une question, peut-être que Mathieu, tu peux répondre, puisque tu es toi dans une enseigne avec beaucoup de références. Il y avait une question sur le nombre de références. Voilà, finalement, est-ce qu'il faut privilégier une gamme plutôt restreinte avec une sélection poussée? Est-ce qu'il faut avoir une gamme de vins très étendue? C'est quoi ton avis là-dessus? Ça rejoint un petit peu la question des choix à faire quand on s'implante ou quand on veut ouvrir sa cave. Je pense qu'il faut être sûr de ses forces, c'est-à-dire avoir des gros coups de cœur ou choisir une thématique. On voit souvent donc, les concepts les biodynamique, nature, ou alors les gens qui choisissent une famille de produits. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps quelqu'un qui faisait que du rhum. Mais ça, il faut être sûr de ses forces et sûr de l'endroit où on s'implante. Donc, je conseillerais plutôt d'en avoir pour un panel plus large, quoi. Donc, il faut mettre en avant ses forces, mais faire progresser ça, mais penser à avoir au moins des réponses pour tout le monde, parce que sinon, on s'enferme un petit peu. Ce qu'on a pu reprocher, ou moi ce que je peux reprocher quand même parfois, c'est voilà, quand je rencontre des confrères, je les visite, c'est voilà, c'est un petit peu extrémiste parfois dans leurs choix, dans leurs conseils. Donc du coup, je me mets à la place de certains de mes clients ou même de moi. Moi-même, j'ai pas la réponse à ce que je viens chercher. J'ai un confrère qui a ouvert dans mon village là. Je ne citerai pas où je suis exactement, mais je suis rentré chez lui l'autre jour. Il vient d'ouvrir. Alors, il a ouvert il y a 3 semaines et il y a 15 références de blanc, 15 de rouge, 5 whisky, 3 rhums. Et on est en Normandie, il n'y avait pas encore de Calva. Il faut faire attention quand on ouvre, à ne pas se tromper et être sûr d'ouvrir au bon moment. Et moi, je considère qu'il n'aurait pas encore dû ouvrir. Et il aurait dû au moins attendre ses produits régionaux et peut-être attendre de remplir un peu plus ses étagères. Donc voilà. C'est pas idiot. Il y avait des questions sur la dégustation. Est-ce que vous faites goûter souvent dans les magasins? Comment vous gérez ça? C'est quoi votre politique par rapport au type de dégustation et le nombre de dégustations que vous proposez? Moi, pendant longtemps, pendant les 5-6 premières années, on faisait des soirées tous les jeudis avec des thèmes tous azimuts. Ça pouvait être le Languedoc, ça pouvait être un cépage, ça pouvait être une verticale. Ça, je l'ai fait pendant 5 ans et ensuite, j'ai un peu arrêté cette forme-là et désormais, on essaye de faire venir des producteurs en faisant venir tous les 2-3 mois un duo de vignerons. Et une fois par an, en revanche, on fait les rencontres vigneronnes et on fait venir 5-6 vignerons. Et ça, on fait ça depuis 15 ans. C'est souvent fin mai, début juin, avant les pressions cryptogamiques. Et on fonctionne comme ça, voilà. À raison de 6 dégustations avec 2 producteurs et une grosse dégustation annuelle en plein cœur du printemps. Voilà. Qui est-ce qui veut peut-être commenter là-dessus? Je ne sais pas. Nous, sur l'enseigne La Vignerie, on a quasiment tout ce qui est référence alcool en dégustation permanente. On a un élément de mobilier qui est destiné à présenter ces bouteilles ouvertes, puisque c'est des choses relativement donc, stables et puis qui s'altèrent un petit peu avec la lumière et le temps, mais avec le turnover de ces bouteilles, ça permet donc d'avoir un service dégustation quasiment quotidien et à l'année.
hormis pendant la période Covid où dès qu'on a fermé les bars et restaurants, on ne faisait plus de dégustation. Mais sinon, il y a toujours ce service-là. Et puis, tout ce qui est arrivage un petit peu massif sur des périodes de printemps, sur les rosés l'été, sur les foires au vin ou les fêtes l'hiver, les fêtes de fin d'année. Tous nos volumes importants ou voilà, tout ça, c'est ouvert pour faciliter la vente, faciliter finalement le conseil, accélérer aussi la vente, puisque quand on est en cave et qu'on est soit seul en boutique ou deux et qu'on a 4 à 5 clients qui rentrent en même temps, alors que pendant 1 heure avant, vous avez eu personne, il faut aussi trouver le moyen de faire bien son métier, c'est-à-dire de bien accueillir le client, mais d'être assez rapide et concis. La dégustation fait partie d'un facilitateur à la vente, puisque voilà, on fait valider tout de suite le client, ou alors on cerne mieux finalement avec ses réactions sur besoins et ses goûts. Il y a, merci. Il y avait une question sur qu'est-ce que vous pensez des formations sur le W7. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Je ne peux pas vraiment répondre. Moi j'ai envie de répondre parce que je pense que c'est une formation très bien pour les passionnés, pas pour les professionnels pour commencer. On ne peut pas commencer moi, j'ai choisi avec j'ai 2 nationalités, même 3 avec la France. Donc, j'ai vécu dans 3 pays différents et j'ai des maisons dans ces 3 pays. On ne peut pas prétendre à connaître les cépages, les régions mondiales pour commencer. C'est très compliqué, c'est difficile. Donc déjà, si on comprend la France où on travaille, c'est déjà pas mal. Mais avoir envie de connaître les climats de Californie, à la Bourgogne et Parcours et compagnie, c'est trop poussé. Donc pour commencer, il faut mettre les pieds sur terre. On comprend déjà l'Hexagone et après on va en Italie, peut-être en Espagne et après les mondes complets. Je vois beaucoup de gens qui viennent avec cette formation. C'est une bonne formation, vaste, mais il faut connaître où on travaille déjà. Comme Mathieu l'a dit tout à l'heure, si on est en Normandie, on est obligé de connaître du cidre, les pommeaux, les calvados et mettre dans ces rayons. On est en France, on va déjà privilégier les régions, les appellations françaises et bien sûr, après, on avoir la connaissance ailleurs, mais d'abord où on est. Si je suis en Italie, je dois savoir sur la Toscane, le Piémont. C'est une bonne formation pour des amateurs, pour démarrer dans un métier. Dès que je vois arriver chez moi comme élève, c'est pas facile. Et puis la formation W7, c'est une formation de connaissance. Il n'y a absolument pas de choses sur la vente, le conseil client. Aussi. Alors on avait d'autres questions sur. Il y avait une question sur le métier d'agent commerciaux. Il y a une personne qui a dit voilà, vous en tant que caviste, je pense que cette personne a allé agent commercial, pardon. Voilà, c'est quoi votre point de vue par rapport aux agents commerciaux, messieurs et les dames, les cavistes? Je suis légitime pour en parler parce que j'ai fait ce métier pendant 10 ans. D'accord. Entre la sommellerie et le caviste, j'étais agent commercial. Et aujourd'hui, les cavistes ne peuvent pas être des caves d'agents, c'est-à-dire travailler qu'avec des agents. Sinon, on aurait tous les mêmes vins. C'est ce qui se passe souvent en restauration où il n'y a pas vraiment de sommelier ou de sélectionneur. Voilà, ils font confiance aux agents et puis l'agent, il va au restaurant d'à côté, il va mettre la même carte. Donc, voilà, si on veut avoir notre identité, on est obligé, bien sûr, de passer par le direct. L'agent, pour moi, est essentiel si c'est une plus-value, c'est-à-dire que c'est une aide dans le quotidien du caviste. C'est-à-dire, pour moi, une aide, c'est quoi? C'est-à-dire que le gars ou la fille, parce que ça peut être, bien sûr, ça existe dans les deux sexes, ce métier-là. Cette personne-là, l'agent doit me mettre à jour les tarifs régulièrement dès que c'est fait. Donc, je dois être informé. Je dois être informé quand un millésime va tomber en rupture, qui va me permettre de commander avant la rupture, ou quand le nouveau millésime vient d'arriver. Voilà, chose que des fois les vignerons n'ont pas le temps de faire. Donc, et ça, l'agent doit me faire ça pour qu'il m'apporte une plus-value. Me faire des groupages aussi pour payer moins de frais de port, mettre des livraisons, voilà, des choses comme ça. Et là c'est une plus-value et là, ça me dérange pas de payer 10-15% de commission à l'agent parce qu'au final, c'est mon client qui la paye même. Donc voilà. Donc ça, c'est mon point de vue. Donc ici, voilà, l'agent peut être essentiel, mais il faut qu'il bosse aussi pour nous. Il y a énormément de questions. Il nous reste à peu près 10 minutes. Ce que je vais faire, je vais mettre dans le chat, j'ai mis dans le chat
les coordonnées, les noms de tous nos amis. Vous pourrez les contacter via les réseaux sociaux hein, si vous voulez approfondir avec eux, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions et on ne va pas pouvoir répondre à tout. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Je ferai suivre les questions aussi. Si besoin, vous pouvez interagir hein, sur l'Instagram de l'école ou sur mon compte perso. D'ailleurs, je voulais le dire, hein, ils ne sont pas au courant, nos 5 amis cavistes. Et tous ceux qui s'abonnent sur mon compte personnel auront 50% de remise dans tous les magasins pendant 1 an. C'est ça, hein, je crois que c'est. Augmenter les prix de 50%. Oui, voilà. Attention à la moitié du double. Hein. Je vais recevoir une facture détonnante. Attention, les marges de cavistes ne sont pas de 50% hein, déjà. Donc, oui, on ne peut pas vendre à perte. Hein. C'est vrai. Il y avait une question, merci. Hein, vous êtes très participatif ce soir. C'est un métier qui passionne, caviste, c'est chouette. Il y avait une question sur Vivino. Comment vous trouvez ça bien, pas bien? Je ne suis pas concerné, j'ai pas de clients qui ont. Une fois, ça m'est arrivé, quelqu'un est venu dans la cave avec du vino, mais voilà, je ne sais pas si d'autres ont ce. Oui. Souvent, les gens qui sont à table, par rapport à notre activité mixte, utilisent l'application. C'est intéressant, ça peut les éclairer, même si nous, on est là pour ça et on rajoute de l'information, mais c'est juste les gens répertorient et ça leur donne des repères. Ouais, moi, je pense que les gens ont de plus en plus accès à un maximum d'informations et ça nous pousse, nous, à devoir l'avoir au moins aussi vite ou au contraire Oui, voilà. en avance. Voilà, ça nous pousse à être meilleurs, à ne pas dire de bêtises. Donc, voilà, la première fois que je me suis fait avoir sur un encépagement ou un truc comme ça où j'ai vraiment été nul, ça m'a bien marqué. Et depuis, je me dis, il ne faut pas que je le voie comme un ennemi, il faut que je le voie comme quelque chose qui m'aide à être meilleur. Bien sûr. Il y avait une question assez rigolote sur les chais urbains, puisque maintenant il y a des vignerons arrivent en ville. C'est quoi votre avis là-dessus? Je suis à la campagne, je laisse parler les Parisiens. Moi, dès que les consommateurs sont en train de boire du vin, que ce soit en canette, en vrac, en bouteille, en magnum, je suis contente. Moi, dès qu'on consomme du vin, peu importe, j'ai regardé c'était je pense que c'est Chave qui a parlé des bouteilles à 2,50 €. Il faut imaginer qu'il faut du vin pour tout le monde. Il y a un moment, quand j'étais étudiante en Italie, j'avais des budgets à 2 € par bouteille. Ça a beaucoup, beaucoup trop évolué aujourd'hui grâce à un travail. Je peux me permettre de boire ce que j'ai envie. Mais à un moment de notre vie, il y a des choses pour démarrer. Et s'il y a des déchets en ville, c'est parce qu'il y a une demande et il faut satisfaire cette demande. Sinon, ils vont commencer à boire d'autres produits, d'autres boissons. Pas mal, ça, ouais. Il y a une question sur le choix des vins. Est-ce que vous vous rendez souvent en vignoble? À quelle fréquence? C'est quand même un peu la base du métier de caviste. Et je ne sais plus si c'est Cyril ou Mathieu qui en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les allocations, c'est bien, mais je pense que particulièrement aujourd'hui où tous les jeunes vignerons émergents, ils sont sur allocation, même limite avant le premier millésime. C'est aussi notre travail d'être un maximum sur le terrain pour arriver à faire du repérage, à arriver à acheter du vin à ces gens-là avant que ça soit impossible, quoi. C'est là où ça se rejoint avec le métier de commerciaux. Les agents, ils sont là aussi. Je pensais à des cavistes. Les cavistes parisiens ou les cavistes proches de régions viticoles ont quand même plus de facilité à rencontrer ou à se déplacer au vignoble. Quand vous êtes un caviste très excentré ou très au nord, il faut forcément avoir un relais. L'agent est ni plus ni moins qu'un relais et peut être le complice ou le binôme du caviste. Il faut en avoir plusieurs, mais voilà, c'est ça qui peut permettre aussi de faire le lien avec le vigneron. Donc, tous les cavistes ne se déplacent pas toutes les semaines et tous les mois. Donc, l'agent est aussi là pour ça. Oui. Moi, pour ma part, ça a toujours été le carburant de mon métier, de me déplacer, d'aller chez les producteurs. Et j'ai toujours envisagé le métier comme ça. Et je me déplace au moins une dizaine de fois dans le vignoble par an.
Pour autant, j'achète de manière très marginale des vins à des agents qui font très bien leur travail. Mais c'est vrai que je suis très animé au fait d'aller sur le terrain et de comprendre les choses de manière un peu plus intime et avec des considérations un peu plus fines, on va dire. Il y avait une question du Karim, et si tu cherches une formation de sommelier caviste dans le sud, Châteauneuf-du-Pape, tu peux venir chez nous, il n'y a pas de problème. Toujours des bons canons à boire. Il y avait une question. Vas-y, dis-moi, pardon. À la source, ouais, directement à la source. Ah oui, à la source. Ouais. Il y a une question sur est-ce qu'on peut bien vivre de ce métier? J'attendais que tu la poses, là. Très intéressant. Alors, quand on fait ce métier, on est très, 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 très riche, mais pas d'argent. Tout ce qu'on fait, c'est très enrichissant. Les rencontres avec que ce soit les vignerons, mais il ne faut pas oublier non plus les distillateurs, les brasseurs, enfin, tous ceux qui font de ce monde des alcools, enfin, des choses merveilleuses. On s'enrichit de ça. Bien sûr qu'il faut quand même avoir de l'argent pour vivre. On peut gagner sa vie en tant que caviste. Hein, tout dépend. Après, il ne faut pas oublier que c'est un commerce qu'on ouvre. Donc, tout dépend le lieu où on s'installe. Tout dépend également de notre facilité à faire du commerce également. On n'est plus, de toute façon, aujourd'hui, les cavistes, on n'est plus des acheteurs-revendeurs. Hein. Donc, c'est pour ça que tout rentre en compte. Mais le lieu, quand même, est très important. Ça, c'est sûr. Et comment vous pourriez répondre ça au niveau de la qualité de vie perso et puis en termes de rémunération sur le métier de caviste? Je pense qu'il faut parler de Paris, parce que je vis à Paris, mais il faut bien faire un business plan, passer par un comptable. Donc, une fois qu'on doit investir dans un lieu, il faut passer par un expert qui va valider ses projets. On a beaucoup de caves qui ouvrent et qui ferment. Et ma cave elle était validée par un expert comptable, donc qui était construit dans les dossiers, des papiers, des plannings Excel, etc. Et ensuite, je n'avais pas le droit d'embaucher des gens pendant 12 mois. Il m'a bien expliqué. Et j'ai commencé les plannings les tickets moyens, il était beaucoup plus élevé que j'avais imaginé. Donc, j'étais obligée d'embaucher quelqu'un au bout de 45 jours. Mais il faut un planning pour tout ça et exactement où on est emplacé, quel est le potentiel d'achat initial pour acheter vos stocks. Donc, la banque ne financie pas les stocks. Donc, il faut s'organiser dans des détails comme ça. Et ce n'est pas un métier qu'on va commencer à penser, je veux être riche, mais on va s'enrichir du vin et des choses. Et après, selon vos capacités de commerce, on peut vendre des cours de dégustation, des voyages œnologiques, des soirées pour des entreprises, des vins, des petits vins, des grands vins. Il faut beaucoup d'énergie pour tout ça. Il faut aussi une hygiène de vie très saine. Si j'écoutais tous mes clients, j'allais boire tous les jours. Je ne peux pas. Donc, je dois refuser des fois. Merci beaucoup. Mais plus on a d'énergie et envie, mais si on veut miser à être très riche, il faut faire des écoles pour travailler à la défense d'abord, parce qu'on ne fait pas une formation caviste pour être millionnaire, ça c'est sûr. Ni sommelier d'ailleurs. On va bientôt se quitter. Je vais vous passer le mot de la fin à chacun peut-être. Juste avant, donc, pour vous donner la date du prochain webinaire, donc, le 29 mars, sur les grands vins de la Côte de Beaune avec Jean-Marc Follo et Dominique Lafont. Donc voilà, on aura deux vignerons qui n'ont pas l'habitude de. J'ai je les ai un peu traînés pour qu'ils soient avec nous pour partager un peu leurs sensations sur ces millésimes-là. Et ensuite, on se retrouvera le 21 avril avec Yorio Gennaro et Patrice Franck, donc, qui nous parleront de la cave de l'hôtel de Paris à Monaco. On sera en direct. Voilà, donc. C'est pas la cave, c'est pas une cave à vin, hein, c'est la cave de la Société des Bains de Mer. Je crois que c'est si ce n'est la deuxième ou troisième plus grande cave d'hôtel de France. Donc il y aura plein de choses intéressantes aussi sur le métier de caviste, pas en boutique, mais le métier de caviste, c'est-à-dire gérant d'une cave centrale. Ce métier qui a finalement un peu disparu, hein, puisque avant de devenir sommelier, le métier de caviste, les vins étaient reçus en fût, étaient mis en bouteille dans les hôtels. Donc il nous parlera de cette tradition-là, puisque à l'hôtel de Paris, il y a encore une autre vie qui est élevée à l'ancienne dans les caves de l'hôtel de Paris de Monaco, donc ce sera sympa. Voilà. Un immense merci à nos amis cavistes, que je vais leur passer la parole individuellement pour qu'ils vous disent un petit au revoir.
voilà, vous n'hésitez pas à les suivre sur les comptes Instagram, sur le mien aussi. Vous n'hésitez pas, si vous voulez suivre les bonnes trouvailles de nos amis cavistes. N'hésitez pas à aller les rencontrer aussi pour parler du métier et puis surtout pour acheter du vin, hein, parce que c'est bien beau de parler, mais il faut voir. Voilà. Un grand merci. Je ne sais pas qui veut dire un petit mot de la fin, peut-être Marina, honneur aux dames, et puis après chacun s'exprimera. Merci à vous tous d'être là. Donc, c'est un métier qui est magique. On est très riche des expériences et par des bouteilles dégustées et partagées. Merci à des cavistes qui sont là présents, qui j'admire beaucoup, qui m'inspirent à travailler chaque fois meilleur. Et on est là à Paris, venez, mais je conseille à chaque personne qui est là d'avoir son caviste de cœur pour apprendre des choses. Arthur, merci. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. C'était aussi assez intéressant, je trouve, d'échanger entre cavistes. Ça donne un petit peu de relief à la réflexion qu'on peut avoir sur notre propre métier. Et puis, de ne pas oublier qu'avant tout, le fil conducteur de tout ça, du début jusqu'à la fin, c'est la passion et que nous, on est un petit peu des passeurs de passion et de plaisir, quoi, tout simplement. Merci Arthur. Mathieu? Merci de l'invitation, Franck. Merci à tous ceux qui étaient présents pour nous poser plein de questions. Petit message à tous les cavistes qui pouvaient suivre, tous les futurs cavistes pour s'inscrire pour le concours du meilleur caviste de France 2022, puisque les inscriptions ont commencé. On n'aura pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est un super concours qui met en valeur le métier. Donc, j'invite tout le monde à s'inscrire et en tout cas à en parler. Ça peut permettre de mieux gagner sa vie une fois qu'on est bien installé. Donc, voilà. Et pour compléter Mathieu, je dirais que les concours, nous, chez les sommeliers, ça nous a quand même fait décoller en termes de situation dans les années 80-90. Donc, moi, je trouve super que d'abord, le métier de sommelier et le métier de caviste sont deux métiers différents. Et je trouve que ce soit super que le syndicat des cavistes, etc., porte ce sujet-là. Parce que c'est un vrai vecteur pour faire connaître le métier, faire connaître les talents de demain. Ouais, c'est un beau concours qui est bien organisé, qui nous permet de nous rencontrer et qui nous permet de progresser. Donc voilà, il nous faut toujours plus de participants. Donc voilà, c'était le petit message. Cyril? Ça, et pour répondre dans le chat, là, Alexis et Zaouk, pour être meilleur caviste de France, il faut bosser. Hein. Il ne faut pas s'arrêter. Effectivement, c'est pour revenir au métier de sommelier caviste, comme j'étais sommelier, il ne faut pas oublier que les deux, le point commun qu'ils ont, c'est qu'on est des ambassadeurs du goût. On est des spécialistes en goût. Donc, la connaissance sur les accords mets et vins, voilà, si je n'avais pas été sommelier, peut-être que je ne l'aurais pas eu comme aujourd'hui. Donc voilà, c'est deux métiers qui se rejoignent et je suis très content d'avoir été. D'ailleurs, de toute façon, sommelier, le titre est servi d'être sommelier. Puis caviste, effectivement, les horaires sont différentes et c'est pour ça que j'ai arrêté la restauration. Hein, c'est que voilà, au bout d'un moment, si on veut avoir une vie de famille, comme j'ai eu une vie de famille très tôt, donc voilà, j'ai quitté la restauration pour ça. Des fois, on peut dire que ça manque, et c'est pour ça que certains cavistes, après, ouvrent un bar à vin aussi, parce que cette partie-là manque un peu. Mais voilà, les deux sont passionnants. Et pour revenir, j'ai vu pas mal de questions aussi qui sont posées dans le chat. Pour tout ce qui est question législation, installation et autres, il ne faut pas hésiter à aller sur le site du syndicat des cavistes professionnels, puisque le syndicat sert à ça, hein, à répondre à toutes ces questions législatives sur les grilles de salaire, etc. Enfin, comment on fait pour s'installer. Donc, il y a toutes ces infos. Eric, un petit mot de la fin. Oui, merci Franck pour l'éclairage et la mise en avant du métier. Moi, j'encourage les gens qui ont assisté au webinaire à continuer à aller chez les cavistes, à accompagner des amis, à faire connaître notre travail. Et vraiment, je pense que c'est le meilleur endroit pour acheter du vin parce que vous aurez toujours un interlocuteur passionné et engagé dans ce qu'il fait. Et avec une dépendance de choix et une attache sur la sélection très importante. Donc, tout ça, c'est très important et ça crée vraiment du lien social et ça tisse les quartiers. Voilà. Merci beaucoup. Super. Merci à vous tous. Le replay sera disponible. Donc, tous les gens qui se sont inscrits donc, recevront le replay. Il n'y a pas de problème. Je l'enverrai aussi à nos amis participants. Merci à vous tous. Vive le vin, vive les cavistes. Défendons ce beau métier de proximité. Et, voilà. Merci Franck. Grand merci. Ouais. Merci. Et puis merci à tous ceux qui nous ont suivis et les amis cavistes.
Et n'oubliez pas qu'il est 19h04 et que c'est l'heure de l'apéritif maintenant. Et encore, on est en retard de 4 minutes. Ouais. Voilà. Santé. Donc, Santé à tous. passez chez votre caviste si vous n'avez pas encore de vin. Autrement, ouvrez une bonne bouteille et buvez un verre à la santé de tous ceux qui sont dans la souffrance, malheureusement, dans ces temps difficiles. On a une pensée pour tous nos amis ukrainiens qui vivent des temps difficiles. Voilà. À bientôt. Merci. Ouais, À bientôt. Merci. Merci. Au revoir, merci.